Hi guys! Aujourd'hui on va parler rapidement de l'épisode 10 de la saison 6 de Fear the Walking Dead et ensuite je développerai un peu plus longuement l'épisode 11. Alors j'ai vu les épisodes qu'une seule fois, donc désolé si c'est pas super approfondi ou si je suis peut-être passée à côté de certains trucs. Alors l'épisode 10, c'était un épisode de remplissage sympathique qui me divertit sans que ce soit extraordinaire. C'était touchant par rapport à Daniel, même si je pense que tout le monde a trouvé ça un petit peu prévisible parce que ça se veut prévisible, mais en même temps ils essayent de brouiller les pistes, mais au final on arrive quand même à la même chose quoi. Du coup c'était une construction d'épisode qui se voulait un petit peu originale parce que on commençait par le présent, on repartait dans le passé, puis à chaque fois on revenait sur Daniel qui racontait l'histoire, etc. Donc on essaye de comprendre les choses, on essaye de comprendre au fur et à mesure des choses pourquoi il est dans une cellule. Il y a toute une histoire de trahison, donc qui ça peut être et tout ça. Donc ouais, c'était assez léger je trouve comme épisode, il n'y avait pas de gravité, ça pouvait effectivement partir en live, mais je n'ai pas trouvé vraiment. J'ai trouvé plutôt l'épisode sympathique et assez touchant du côté de Daniel parce que je me suis posé effectivement la question déjà avant si finalement Daniel il faisait vraiment toujours exprès quoi. Je me suis dit est-ce qu'il y a un moment donné où dans le jeu qu'il voulait faire finalement il y avait peut-être une part de vérité et qu'il y avait peut-être un problème psychologique. Donc en plus on apprend que c'est pas un problème neurologique, que donc c'est psychologique, donc c'est une espèce de blocage qui se fait et que ça va se régler avec le temps. C'est l'occasion aussi de revoir Dune dans la communauté qui vient maintenant par-ci par-là, donc c'est pas non plus persona non grata, c'est pas la paria et tout ça, mais bon, tout le monde la regarde un peu chelou quand t'es là parce que elle a quand même buté Virginia alors que c'était pas du tout ce qui était prévu quoi. Bien aimé le fait qu'il y ait nouveau Daniel versus Victor, même si en même temps on avait peur que ça retombe dans quelque chose de redondant et que j'avais pas envie qu'il se fasse la guerre à nouveau, mais le fait que Victor lui tende la main à la fin de l'épisode c'est très cool. Par contre ouais, je trouve ça un peu dommage que Daniel soit séparé de Charlie quand on sait que c'était un petit peu sa fille de substitution, même si on n'a pas beaucoup vu à l'écran par rapport à Ophélia. Et oui, il rappelle notamment son arrivée aux États-Unis, la vie qu'il avait envie de mener avec sa famille, l'avenir qu'il avait envie de donner à sa fille. Donc c'était sympa et ça permettait le petit coup de oui, quelqu'un a volé les armes. C'était prévisible que c'était Daniel, ça reste pas moins intéressant, mais voilà, du coup, j'ai pas été dans une intrigue incroyable à la Hercule Poirot. J'ai pas mené l'enquête. Ça me pose pas de problème qu'il y ait ce genre d'épisode qui soit de remplissage entre guillemets, parce que je sais que derrière il y a du lourd qui va arriver. On nous a proposé vraiment du lourd et je pense que c'était une bonne transition. Ça permettait de se détendre un petit peu, même si il se passe 2-3 petites choses, ça permettait de se calmer un petit peu, de calmer un petit peu le rythme et de passer sur une deuxième partie de saison qui va être un peu tonitruante. Et d'ailleurs je trouve ça très cool qu'on soit complètement dans une espèce d'ellipse dans l'épisode 11, donc on va parler maintenant de l'épisode 11. Il n'y a pas le cheminement pour aller dans cette fameuse communauté, c'est-à-dire qu'on les voit pas, bon allez on prend les chevaux, on prend la voiture ou je sais pas quoi, on va là-bas et donc il se passe des choses sur la route, etc. Puis au final, on voit la communauté que 3 épisodes plus tard, ça m'aurait vraiment gonflé. Là, pour le coup, c'est on en parle l'épisode d'avant et puis l'épisode d'après, c'est parti, on est là-bas, quoi. On sent qu'on nous explique pourquoi, ça me pose aucun problème. Peut-être ça peut poser des problèmes à certaines personnes, mais moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, les trajets, ça me gave. Pas tout le temps, mais c'est... Franchement, je pense qu'on en a beaucoup soupé. Donc, de toute façon, c'était prévu qu'on allait s'intéresser à cette fameuse communauté The End is the Beginning, qui a l'air déjà timbrée déjà de base. Puis là, franchement, on rentre dans un délire... c'est chaud quoi, avec un mec qui parle gros lavage de cerveau, parle d'un espèce de cycle de vie, bon la mort amène un nouveau cycle de vie, bon ce qui en soi est vrai, mais c'est une époque quand même particulière quoi. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que je m'étais déjà posé la question par rapport au fait que les rôdeurs coupaient un petit peu ce cycle de vie, c'est-à-dire que normalement on meurt et on pourrit quoi, enfin, dans la logique des choses, et du coup ça fait des petits trucs et voilà, en gros voilà ça redonne naissance, voilà, il y a les plantes etc, puis qui nourrissent des animaux etc, enfin c'est un cycle sans fin, et le fait que les rôdeurs pourrissent mais tout en marchant, en fait finalement ça casse un petit peu je trouve le cycle de tout ça, d'une certaine manière, hein, pas complètement évidemment. Du coup ils remettent un peu ça dans l'ordre des choses, mais en même temps le truc de se dire qu'ils bouffent des trucs dont les rôdeurs sont à l'origine, enfin ont servi d'engrais, pas comment dire, je suis pas fan quoi, j'aurais pas confiance. En fait j'aurais pas confiance, bon c'est sûr que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit, bon après comme il disait, c'est la nature, hein. Bon c'est quand même des rôdeurs, on sait toujours pas vraiment comment ils arrivent à être comme ça quoi, puis bon on sait que s'ils nous mordent, c'est la merde.
Donc voilà, très clairement, on sait pas trop s'il y a des conséquences à tout ça, mais effectivement, on a vu des cochons qui ont été nourris par des rôdeurs, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de choses, donc maintenant on sait que ça se fait sans aucun souci. Là où j'ai trouvé intéressant, en plus de l'ellipse, enfin la course ellipse pour dire bon bah voilà, on est déjà dans la communauté, ça commence maintenant, on perd pas de time, c'est le fait que du coup, on n'a pas introduit non plus la communauté à chaque épisode, blablabla, blablabla. Il y a 2-3 épisodes où on en a entendu parler ou vu visuellement, voilà, le petit caméo en 2 secondes. C'est pas un truc où on en a parlé à chaque épisode, ce qui fait que j'attendais cette communauté sans pour autant avoir de la lassitude, à me dire oh là là, quand est-ce qu'ils arrivent, c'est voilà, ça arrive à point nommé, c'est cool, il s'est passé tout un tas de choses, on enchaîne avec autre chose. Et ce qui est bien aussi, c'est que directement on sait que ce sont des méchants, c'est pas encore une communauté qu'on va apprendre à connaître, on va se méfier. Ça donne un peu cette impression du début d'épisode, mais en fait non, on sait très bien que c'est pas des mecs sympas parce que c'est eux qu'on provoqué l'explosion à Petrol City, que du coup on est complètement là pour infiltrer les rangs et savoir ce qui se passe et les détruire complètement de l'intérieur. Mais c'est aussi intéressant de comprendre le pourquoi du comment, et c'est là où j'avoue que je suis un petit peu à côté de la plaque, j'avoue qu'ils sont tellement dans un délire que j'ai du mal à comprendre. On sait directement que ce sont des méchants, donc il n'y a pas d'équivoque et tout ça, c'est juste qu'ils font les gentils comme ça, mais tu te dis, est-ce qu'ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, ou est-ce qu'ils sont méchants parce qu'ils sont tellement complètement timbrés que du coup ils en deviennent méchants tellement de lavage de cerveau? Est-ce que c'est vraiment ce mec qui a une influence, ce fameux Teddy, qui a une influence incroyable au point que tout le monde se dit waouh, c'est vrai, je comprenais pas la vie avant, maintenant je comprends tout, je vois, c'est toujours ça, je vois. Complètement un discours de gourou de secte chelou. Et quand on voit le frère de Wes, c'est un peu ça, on se dit bon, le mec il avait l'air de dire que le mec à la base était saint d'esprit, donc à quel moment est-ce que c'est l'apocalypse qui fait que ces personnes-là arrivent à être plus facilement influençables, ou est-ce que c'était de base des personnes qui étaient influençables, ou est-ce que tout simplement ces personnes-là se trouvent un espèce de prétexte pour semer la destruction et tuer des gens et puis voilà, faire un peu ce qu'ils veulent au détriment de la vie d'autrui. Voilà, très philosophique. Non mais c'est marrant. Donc ouais, on a le discours et tout qui déjà, je me dis bon, c'est qui ce Teddy? Donc on entend Teddy, et du coup forcément on pense à Negan, mais c'est un autre délire, parce que Negan, il avait cette aura charismatique et ce chef de clan de communauté. Je suis Negan, c'est vrai, ça donnait un petit côté secte, mais en même temps, ce Teddy, quand on entend parler de lui, c'est le sauveur, c'est celui qui aide à voir, enfin il y a vraiment un truc supplémentaire qui est vraiment dans un autre ordre, qui est dans un autre délire, où vraiment on voit très bien que tout le monde est complètement obnubilé par ce mec à un point qu'il a la vérité vraie et que sans lui personne peut survivre et tout ça. Ils vivent sous terre. Je pense qu'on aurait peut-être pu exploiter un peu plus le truc, mais l'ambiance est... Enfin, vraiment, on est limite claustro, quoi. Enfin, au fur et à mesure de l'épisode, parce que ça devient glauque. Il y a vraiment un effet crescendo au fur et à mesure du temps, parce qu'au début, c'est Top Chef, ça se fait des omelettes, des petites quiches à la tomate, avec des salades de rôdeurs, qui viennent d'engrais de rôdeurs. Ça se passe très bien, et puis ça se fait des petits goûters, tout ça. L'interrogatoire se passe plutôt bien, et puis au final, au fur et à mesure, on comprend encore plus qu'ils sont timbrés, mais on comprend quand même qu'il y a certaines personnes qui sont pas encore en mesure dans cette communauté de voir les choses comme Teddy, comme certains, parce que Riley, on voit que lui, il arrive à un niveau supérieur. Derek, le frère de Wes, on voit que lui aussi, il a atteint la connaissance, enfin la vision, il comprend. Et il y a des personnes comme mon personnage de Sabrina, qui pour l'instant ne voit pas, ne comprend pas, mais c'est pas un problème, parce que les sceptiques, ils aiment bien ça, et ils aiment bien... Il y a une espèce de challenge, j'ai l'impression de, oui, dans tous les cas, on va arriver à vous faire voir les choses comme nous on les voit, que tu veuilles ou non, d'ailleurs, c'est un peu ça. On se sent un peu claustro dans ce truc, parce que au fur et à mesure, ça devient malsain, on a envie de dire, mais j'ai envie de partir de là, on a envie que les personnages sortent de la vite, récupérer les informations dont vous avez besoin, et barrez-vous très très vite. Et les choses deviennent de plus en plus sombres, et c'est vrai que quand on voit Derek, le frère de Wes, on se dit, mais en plus l'acteur a vraiment une façon de jouer qui est incroyable, il a des expressions faciales qui sont inexistantes un petit peu, et en même temps il a un côté gentil qui est assez bizarre. C'est pas qu'il est niais, c'est qu'il est complètement, on l'a complètement lavé le cerveau, et il a plus la notion des choses. Il joue beaucoup sur le truc du frère et tout ça, est-ce qu'au final c'est quelqu'un qu'on peut finalement sauver de cette communauté, et que le mec est là parce qu'il avait peut-être besoin de se rallier à une communauté pour survivre, hein. Ça arrivait dans d'autres communautés, on a bien vu, qui rejoignent une communauté parce que ils ont besoin de survivre, et que le nombre ça fait la force, et même si les gens ils font des trucs pas très ouf. Donc
Donc là on joue sur cette ambiguïté, sur on peut peut-être le sauver ce frère, peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais que ça, puis au final on apprend des choses. Oui, il est au courant pour l'attaque de Petrol City, il a quand même des éléments pour faire du mal à tout un tas d'autres communautés. Donc au final le frère comprend que oui, il savait qu'il était à cet endroit-là, que ça va pas empêcher de mener une attaque, et c'est là où ça va faire la bascule, quoi, parce qu'entre le truc de... En même temps je trouve ça un peu bizarre, parce que c'est limite ouais bon bah tant que tu savais pas que j'étais là, que tu tues des gens, pas que ça va, mais c'est en mode c'est grave, mais bon, t'es quand même mon frère, quoi. T'aurais pas essayé de me tuer si t'avais su que j'étais là-bas. Puis après, quand il sait qu'il aurait essayé de le buter, enfin, il l'aurait buté avec tout le monde, quoi qu'il arrive, c'est plus la même chanson, quoi. Ce qui donne du coup la possibilité de donner de la place un petit peu à Wes, dont je... Voilà. On va foutre un peu, voilà, les peignets des arbres, bon voilà, jusqu'à là, c'était son seul fait connu. Et maintenant fratricide, bon, enfin, c'est un autre level. C'est un personnage pour l'instant qui reste creux, mais le fait qu'il ait tué son frère, etc., qu'il ait coronesque de le faire, en plus, je pense que ça va être un personnage intéressant. Et du coup, j'avais très très peur. Je voyais vraiment le schéma venir comme ça, en mode ils allaient tuer Wes. Je sais pas pourquoi, ça me fait terriblement penser à Noah. J'attends vraiment au tournant Wes, parce que ce truc avec son frère, ça lui donne un vrai background derrière qui peut rendre le personnage intéressant, qui peut le transformer et tout ça. Puis on attend de voir s'il y aura un espèce de trio amoureux entre Luciana, lui, et puis Alicia. Bon. En fait, non, j'espère pas. Pour le coup, le fameux Derek, où je m'attendais à ce qu'il trahisse son frère. D'ailleurs, la scène de l'ascenseur est vraiment très très chouette. Quand Alicia, elle est tout en train de se méfier et tout ça, et on se dit, mais elle est borderline, elle peut vraiment faire un délire, tout d'un coup, peut le buter dans l'ascenseur. Enfin, c'est limite, on se pose la question, quoi. Du coup, elle lui fait pas confiance, et il me dit, bon, ça va pas passer aussi simplement que ça, donc... Et en même temps, je me dis aussi qu'ils vont pas réussir à s'échapper aussi facilement, que de toute façon, il a bien prévenu les gens et tout ça, donc effectivement, c'est le cas, et donc ils se retrouvent tous enfermés dans une salle d'embaumement, avec un embaumeur, je crois qu'on dit ça comme ça, qui est assez flippant. Enfin, vraiment, l'armoire à glace, regard perçant, machin, qui fait la gueule, qui parle pas, le créateur de monstruosité, je sais pas, c'est un peu particulier. Et là, franchement, je me dis, bon, ouais, s'il va se finir, il va se finir par se faire embaumer, quoi. J'étais persuadée, franchement, qu'ils allaient le faire. J'aurais été vraiment très, 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 très déçue, mais j'étais vraiment partie du principe qu'ils allaient réussir à le buter. Ça aurait pu être du génie d'un autre côté, parce que je me dis, bon, il y aurait le frère, quand il regardait ça de façon complètement stoïque, son frère en train de se vider de son sang par un tuyau, j'imaginais vraiment la scène. Ils ont pris mon attente à revers, et je trouve ça bien mieux, même si en vrai ça aurait été une vraie scène d'horreur assez ouf. Il y avait déjà pas mal de morts déjà avant, donc on va pas en rajouter, déjà décimer tout le groupe alors qu'on est qu'à l'épisode 11 déjà, on va pas commencer à faire ça. Mais du coup, c'est le retour de l'horreur profonde dans cet épisode par rapport à tout l'univers The Walking Dead. C'est un des épisodes les plus horrifiques qu'il y a dans cet univers, c'est juste incroyable de bout en bout. Alors ouais, au début, bon, ils sont à la cantine, machin, au fur et à mesure, l'ambiance glauque, le truc de l'embaumeur et tout, j'ai trouvé ça tellement malsain. La scène avec les rôdeurs qui sont attachés, Alicia qui coupe la gorge de tous pour que le liquide d'embaumement puisse aller par terre, puisse inflammer ça, déjà comment ils ont pensé à ça, c'est incroyable. La scène avec l'allumette, Alicia avec le visage plein de suie et de saleté, avec son regard perçant qui est flippante au possible. La photographie est incroyable, enfin, la mise en scène est incroyable, tout est incroyable vraiment dans cette fin d'épisode. Enfin, même le truc du rôdeur où tout le monde le regarde et tout avec la lumière et tout ça. D'ailleurs, ça m'a fait penser au concept art qu'il y avait pour World Beyond. Donc je me suis dit, tiens, ils ont pas piqué ça dans le carnet à croquis, ils l'ont mis là parce que c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça dans les dessins. Non, c'est vraiment le retour de l'horreur pure. Ils passent entre les rôdeurs et tout ça parce que bon, c'est vrai que des fois on entend ça oublier qu'il y a des rôdeurs. Et là, on a réussi à nous faire un truc sous terre. En plus, il y a des rôdeurs et ça fait peur. Et il y a des mecs qui sont flippants et il y a des barjots, on sait pas ce qu'ils peuvent faire, ils sont complètement dingues. Déjà, avec le principe de se retrouver sous terre avec des gens comme ça, déjà de base, c'est stressant. Donc ouais, tout est stressant, tout est étouffant, tout est angoissant. Ça va vraiment crescendo. Et même encore après, le combat entre Alicia et l'embaumeur, ça c'est ouf parce qu'elle s'en prend plein la tronche. Je respecte un peu le truc cohérent du style, bon bah elle a un petit gabarit donc c'est normal qu'elle s'en prenne plein la tronche, mais en même temps elle est très intelligente, du coup elle a réussi à retourner la situation. Elle arrive à tuer l'embaumeur avec son extirpeur de sang, je sais pas comment on dit ça. C'est vraiment une scène dingue avec à la fin Teddy qui arrive, donc qui est John Glover, alias Lionel Luthor pour ceux qui connaissent de Smallville. Enfin, je crois que j'avais dû me faire spoiler le fait qu'il allait jouer dedans, parce que dès que j'ai vu le bout de barbe et les cheveux, j'ai dit ah ouais c'est lui. Donc je crois que j'avais dû voir dans cet article qu'il allait apparaître dedans, donc sans surprise. Très propre sur lui, tout ça, complètement... en plus il a vraiment le style capillaire et barbulaire
Barbula. Du gourou secte hein, des années 70, le hippie dans toute sa splendeur. Mais en même temps, il y a quand même ce côté Lionel Luthor quoi, qui est assez dingue. Et le truc, c'est Alicia, il va la manger à quelle sauce en fait. Et on comprend quand même très vite que c'est pas son intérêt de la tuer, que c'est un personnage qui a un peu envie de s'amuser. Il lui en veut pas tant que ça d'avoir détruit pas mal de choses par rapport à sa communauté. Il aime les sceptiques comme Riley l'avait dit un petit peu avant. Pour l'instant, elle va rester en vie. Et du coup, on se retrouve avec un sauvetage à effectuer. C'est ça la petite partie qui m'embête un peu. Par contre, c'est qu'il va falloir aller sauver Alicia. Mais en même temps, il la croit morte. Enfin, il la croit peut-être morte. Moi, j'aimerais bien que du coup, il la laisse peut-être dans son coin, qu'elle se débrouille et qu'elle sorte en grosse warrior. Même limite, elle détruise tout à elle toute seule, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir comment elle va tirer son épingle du jeu. Et on peut être sur une relation intéressante entre lui qui peut-être a envie d'avoir une espèce de fausse relation paternelle, bizarre, glauque, et elle qui va peut-être jouer le jeu pour qu'il pense que ça y est, elle a sa botte et qu'elle comprend les choses et tout. Donc en plus, on va comprendre un peu mieux cette communauté parce que bon, oui, ils sont dans le truc du recyclage de rôdeurs et tout ça, que la vie c'est un éternel cycle qui veulent détruire tout ce qu'il y a à la surface et qui ensuite ils veulent vivre complètement sous terre pour un renouveau de la civilisation, etc. et rester donc complètement sous terre et fermer ça à tout le monde. Je comprends pas trop le truc de détruire tout le monde au-dessus, enfin la surface. De toute façon, ils vont pas s'attaquer à tout le pays, donc je sais pas par rapport à ça. J'avoue que j'ai pas trop compris, donc je pense qu'on va comprendre de plus en plus de choses. Il y a quand même certains points qui sont restés quand même assez mystérieux. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et le truc, c'est pourquoi ils connaissent Morgan. Morgan, quand il lui demande, bah ouais, ils te connaissent et tout, il fait, ah ouais, bah non, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop s'il est crédible sur ce coup-là. Ça avait l'air plutôt sincère, mais en même temps, on va dire sincère à 80%. Je sais pas. En même temps, pourquoi Morgan irait cacher quelque chose? Je sais pas. Mais j'ai l'impression limite que comme s'il y a un personnage qu'on n'avait plus vu et qui avait raconté tout ce que Morgan faisait ou je sais pas. En même temps, ouais, s'il a beaucoup parlé, ça c'est vrai. Puis eux, ils ont parlé aussi, puis ils ont beaucoup espionné, donc forcément. Comme si ça cachait un énorme truc, le fait qu'ils connaissent Morgan. Donc j'attends ça aussi au tournant. Un épisode vraiment, ouais, masterclass quoi. Franchement, ouais, le retour de l'horreur comme pas possible. Alicia, extraordinaire. Des thématiques intéressantes, des situations angoissantes comme pas possible, des personnages flippants et glauques à souhait. Voilà, c'est un épisode de l'univers The Walking Dead que j'attends un épisode comme ça en fait. J'attendais ce genre de choses. On a rempli très clairement le cahier des charges sans avoir à faire tuer quelqu'un de super important, parce que c'est pas obligatoire à chaque fois de tuer un personnage principal ou quoi. Bah pour le coup, voilà, on a fait un très bon épisode sans mort incroyable dedans, donc très bien, continuons comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des épisodes 10 et 11 de la saison 6 de Fear the Walking Dead. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!